Donc, je vous remercie à tous de participer à cette table ronde. Donc, pour me présenter, moi, je suis journaliste pour le magazine Phosphore qui est consacré aux lycéens. Et donc, aujourd'hui, on va s'intéresser à la question de l'histoire et de la mémoire dans la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Donc, on va aborder plusieurs thématiques. Déjà, comment faire vivre et transmettre cette mémoire, mais aussi, on va aussi parler des solutions pour lutter soi-même contre le racisme et l'antisémitisme. Voilà, donc je voulais déjà remercier les organisateurs du Forum mondial de la paix de nous accueillir pour ce beau débat. Je voulais remercier chacun d'entre vous quatre d'être là. C'est un plaisir de partager ce moment avec vous. Et remercier aussi tous les lycéens et collégiens qui sont là aujourd'hui. Donc je ne vais pas pouvoir citer tous les établissements, vous êtes une dizaine d'établissements, mais il y a par exemple le lycée Alain à Alençon, le lycée de Bon-Sauveur de Saint-Lô. Il y a 2 lycées de Caen, donc le lycée de Gaulle et le lycée Fresnel. Voilà, merci à tous d'être là. Alors, juste avant qu'on commence les échanges, ce débat, il est vraiment consacré à vous, collégiens et lycéens. C'est important que vous soyez partie prenante. Donc, n'hésitez pas, au fil et à mesure des échanges, de poser vos questions. Vous pouvez lever la main, n'hésitez pas. Il y aura un temps de parole à la fin d'une vingtaine de minutes, mais vous pouvez le faire avant aussi. Et je vais... donc, il y a un sac qui va circuler pour pouvoir poser... il est juste derrière vous, là. Pouvoir mettre vos petits papiers si vous ne voulez pas poser votre question à voix haute, si vous êtes un peu timide, vous pouvez mettre votre papier dans ce sac et on abordera vos questions à la fin. L'important, c'est que tout le monde participe parce qu'on a cette chance d'avoir ces invités qui sont là pour vous, donc c'est vraiment une chance à saisir. Alors, donc, pour commencer, on va passer déjà aux présentations. Donc, on va commencer avec vous, Jean-Yves Camus. Donc, vous êtes chercheur associé à l'Institut de Relations internationales et stratégiques et vous êtes co-directeur de l'Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean Jaurès. Est-ce que vous pouvez nous donner 2 mots sur cet observatoire ? Oui, bien sûr. Mais écoutez, c'est un observatoire. Donc, comme le nom d'observatoire l'indique, c'est une structure de recherche qui essaye de garder un œil et une analyse sur l'ensemble des radicalités violentes ou à potentialité violente qui s'expriment dans la société française. Parfait, merci beaucoup. Donc, nous avons aussi avec nous Sophie Élyséon. Donc, vous êtes déléguée interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Sacré titre. Alors, en quoi ça consiste ? Voilà, alors bonjour à toutes et à tous. La délégation interministérielle est un service du Premier ministre, donc je dépends du Premier ministre, M. Castex. Et le rôle de la délégation, c'est de conseiller le gouvernement pour mettre en place des politiques publiques pour lutter efficacement contre le racisme, l'antisémitisme et les LGBT-phobies. Ça passe globalement, pas seulement, mais principalement par la rédaction de plans d'action pour lutter contre racisme, antisémitisme et LGBT-phobie. Et là, nous sommes en train d'écrire le prochain plan national de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Je pourrais peut-être vous en parler tout à l'heure. Oui, on va revenir là-dessus avec grand plaisir. Donc Jacques Fredge, vous êtes directeur du mémorial de la Shoah. Alors, que fait le mémorial en quelques mots ? Mais que fait le mémorial ? C'est une vraie question. Je vais tenter d'y répondre. Donc, le mémorial est une institution qui est née en 1943 dans la clandestinité pendant la guerre, avec l'idée de collecter des archives. Donc, nous sommes d'abord un centre d'archives, le plus grand centre d'archives en Europe dédié à l'histoire de la Shoah. Nous sommes devenus un lieu de mémoire, un mémorial en 1956, où nous sommes installés rue Geoffroy-Lanier depuis cette date. Et à partir de 2005, nous sommes devenus une institution publique, comme le mémorial de Caen, que nous connaissons bien, avec qui nous travaillons. Un lieu qui regroupe à la fois un lieu de mémoire, donc un lieu de recherche, et un lieu d'éducation et de culture. Aujourd'hui engagé à la fois sur l'enseignement d'histoire de la Shoah, sur l'enseignement de l'histoire des génocides et le rapport, bien évidemment, entre l'histoire et le racisme et l'antisémitisme au présent. Voilà, c'est ça l'action du mémorial. Parfait, merci beaucoup. Et enfin, nous avons avec nous Camille Mindon, donc, qui est ambassadrice de la mémoire et étudiante à Sciences Po. Donc, qu'est-ce que c'est d'être ambassadrice de la mémoire ? En quelques mots, encore une fois. Merci.
Alors, c'est un programme du Mémorial de la Shoah qui permet à des lycéens et lycéennes de devenir ambassadeurs, ambassadrices de la mémoire, donc de travailler avec le mémorial sur des thématiques en rapport avec la mémoire et généralement aussi en rapport avec ce que disait Jacques Fredge, le racisme et l'antisémitisme aujourd'hui. Et donc, on produit généralement, on fait des séminaires, on discute entre nous, on produit aussi, par exemple, des petites recherches sur des personnalités, on écoute des témoins de la Shoah. Voilà, c'est tout un travail sur la mémoire qui est fait par les jeunes pour la postérité, d'une certaine manière. Merci beaucoup. Alors, donc on va déjà parler tout de suite, rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On va commencer avec vous, Jean-Yves Camus. J'aimerais vous poser la question donc, que vous nous racontiez pourquoi l'histoire et la mémoire jouent un rôle si important dans la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Alors, on a coutume de dire que pour que les horreurs que nous avons connues, et pas seulement pendant la Seconde Guerre mondiale d'ailleurs, parce qu'il y a eu des génocides malheureusement depuis la Seconde Guerre mondiale. On a l'habitude de dire que pour que les horreurs que nous avons connues ne se reproduisent pas, il faut effectivement savoir quels sont les mécanismes qui ont produit les erreurs tragiques du passé. Donc il faut naturellement travailler sur les documents, c'est absolument essentiel pour reconstituer les processus qui ont mené aux faits. Il faut recueillir les témoignages, et si on ne le fait pas, il se produit quelque chose d'assez naturel, c'est-à-dire que les témoins d'un événement, et c'est ce qu'on est en train de connaître avec la Seconde Guerre mondiale, les témoins d'un événement meurent. On va bientôt arriver à l'époque où nous devrons parler de la Shoah et de la Seconde Guerre mondiale en général sans qu'aucun témoin direct ne puisse plus venir dans vos classes ou ne puisse plus venir dans un colloque pour exposer ce qu'il a vécu, tout simplement parce que le temps passe et aujourd'hui les survivants ont entre 90 et 100 ans, donc à échelle très rapide, il n'y en aura plus. Et vous mentionniez aussi certains événements plutôt récents qu'on a oubliés. Il faut toujours essayer, quand un fait dramatique survient, qui est un fait de racisme ou d'antisémitisme, qu'il s'agisse d'ailleurs d'un fait terroriste, donc de grande ampleur, ou de faits moins graves. Mais c'est eux aujourd'hui qui souvent, j'allais dire, suscitent, en tout cas chez les individus, le plus d'appréhension, parce qu'on a une hausse notamment des actes antisémites qui est continue depuis maintenant une vingtaine d'années, et que, je dois le dire, l'action gouvernementale qui a toujours été, je trouve, assez exemplaire dans ce domaine, quels que soient les gouvernements en place, que l'action gouvernementale et les plans successifs qui ont été menés n'a pas réussi à réduire de manière significative, parce que c'est un phénomène ancré dans la société et que ce n'est pas simplement l'action publique qui peut les faire cesser. Donc quand on a des actes racistes, des actes antisémites, des actes de haine anti-LGBT, il faut toujours les raccrocher à l'histoire. Tout cela ne vient pas de nulle part. Ce n'est pas quelqu'un qui un matin s'est réveillé et qui est devenu raciste, antisémite ou homophobe. Il y a donc des précédents, il y a des filiations. Et c'est cela qu'il faut exposer. C'est à ça que sert en clair l'histoire, ou peut servir par ailleurs la science politique, qui est ma spécialité. Moi, je ne suis pas historien, je suis politiste. Mais il faut toujours essayer de remonter aux causes. Parce que sinon, et c'est ça qui me frappe souvent dans l'annonce sur telle ou telle chaîne de télévision d'un acte raciste ou antisémite, on ne met pas en perspective. Tiens, il s'est passé ça. Oui, mais l'auteur, il a lu des livres, peut-être, pas toujours. Il a lu des livres. Qu'est-ce qu'il a lu? Il a été en contact avec des gens. Il a peut-être une histoire familiale qui... Bref, voilà. Bien sûr. Et Sophie Élyséon, justement, pour construire vos politiques, vous vous appuyez sur l'histoire, si vous pouvez nous raconter. Oui, bien sûr. Alors, comme je le disais, nous sommes en train d'écrire donc, le prochain plan national de lutte contre le racisme et l'antisémitisme.
pour la période 2021-2025. Et toute la première partie est dédiée à l'éducation et à la formation. L'éducation des plus jeunes comme vous, parce que voilà, le monde de demain, c'est le vôtre. Et puis la formation des plus âgés comme nous, parce qu'il faut aussi s'attaquer au sujet au quotidien. Comme je dis souvent, l'histoire, c'est un peu comme la poussière qu'on essaierait de ranger sous le tapis. Je crois que si on met la poussière sous le tapis, il se forme une bosse et on se prend les pieds dans le tapis. Donc l'histoire, et c'est vraiment l'enjeu du prochain plan, il faut concrètement s'y coller vraiment, regarder les aspects lumineux, parce qu'il y en a, et puis oser aussi regarder les aspects sombres. Pas pour se dire que nous qui sommes ici, on est coupables de ce qu'auraient fait les Françaises et les Français à des époques qu'on ne maîtrisait pas, mais pour se dire, une fois qu'on sait ça, comment ensemble nous allons construire une société demain plus juste et plus fraternelle. Et peut-être si j'ai encore 3 minutes pour parler effectivement du racisme et de l'antisémitisme au quotidien, puisque c'est bien ça qui est vraiment en jeu aujourd'hui. Vous en avez forcément entendu parler, j'étais la semaine dernière, je crois, au procès des auteurs des tweets injurieux contre Miss Provence. Vous savez que Miss Provence, donc, qui était soit première, soit troisième dauphine, je ne sais plus, de Miss France, a été insultée simplement parce qu'elle a dit, en décrivant qui elle était, que son père était franco-israélien. Et donc à partir du moment où elle a dit ça, elle a été vraiment agressée par tout un tas d'individus sur Twitter. Et au procès, ce qui était assez frappant, c'est que les gens qui étaient là, les accusés qui étaient là, évidemment, quand ils l'ont vu, n'ont pas du tout eu envie de l'insulter. Certains étaient même potentiellement prêts à présenter des excuses. Mais ils ont dit, mais nous, c'est pas contre elle, c'est contre le gouvernement de l'État d'Israël. Mais pourtant, c'est bien elle qu'ils ont insultée, c'est bien en sa direction à elle, qui est une personne individuelle, qu'ils ont envoyé des insultes. Et connaître l'histoire de la Shoah, savoir ce qui a précédé ce génocide, savoir qu'avant, il y a eu des insultes, des invectives publiques, des boycotts qui étaient encouragés. Ça permet effectivement de regarder aujourd'hui et de se dire que oui, à partir du moment où on insulte un individu, soi-disant pour des raisons politiques supérieures à ces insultes-là, eh bien on est en train potentiellement de recréer les conditions qui ont permis que le génocide des Juifs se produise il y a peu de temps encore finalement. Donc c'est important de connaître l'histoire, pas forcément pour en tirer des enseignements, parce que je crois que les historiens souvent disent qu'on ne tire pas de leçons de l'histoire, mais en tout cas pour éclairer le futur que nous avons envie de construire ensemble. Jacques Frêche, ce sont des thématiques qui sont au cœur du travail mené par le Mémorial. Si vous pouvez revenir un petit peu sur tout ça. Alors, d'abord, bien évidemment, l'histoire et la mémoire. Je pense qu'on comprend bien tous la complémentarité entre l'histoire et la mémoire. L'histoire, ce sont les faits historiques. La mémoire, c'est tout ce que les témoins ont pu vivre, la façon dont ils racontent, ce qu'ils ont perçu. Quand je dis les témoins, ça va des victimes directes, de l'opinion publique, aussi de la parole des bourreaux, parce que la parole des bourreaux, elle fait aussi partie de la mémoire d'un crime quand il a été perpétré. Et c'est vrai que la question que vous posez, en fait, ça revient à se demander à quoi sert l'histoire. À quoi ça sert l'histoire. Et ça a été dit, l'histoire sert à comprendre l'histoire de notre pays, l'histoire de notre continent, l'histoire des idées. Ça sert à comprendre d'où on vient finalement, quelle identité on a, pourquoi on en est arrivé là aujourd'hui. On ne comprendrait pas l'évolution des technologies si on ne savait pas d'où on était parti et comment on avait évolué. J'allais dire, on ne comprendrait pas pourquoi la France, sur la laïcité, en est là, si on ne comprend pas comment ces lois se sont mises en place dans le contexte de la France. C'est la même chose pour la Première et la Deuxième Guerre mondiale et pour la construction européenne. Comment on en est arrivé à la construction européenne ? Parce que notre continent a passé une bonne partie de son temps à se
faire la guerre et que l'Europe s'est construite sur les cendres des camps d'extermination et des camps de concentration, et qu'à un moment, il a fallu se dire on arrête, on va plutôt promouvoir la paix et l'entente des pays plutôt que la guerre. Mais l'histoire, c'est aussi comprendre les idéologies, c'est-à-dire comment on en est arrivé là. Vous comprenez que le crime de génocide, sur lequel nous, on travaille au Mémorial, on travaille sur l'histoire de la Shoah, mais on travaille aussi bien sur les génocides des Héros, des Namas, des Arméniens, des Tutsis au Rwanda, parce que notre pratique, c'est de mettre l'histoire en comparaison pour comprendre les mécanismes communs et les différences. Parce qu'il y a dans ces génocides que je viens d'évoquer, des points communs et des différences. Ça permet de comprendre les mécanismes. Parce qu'en fait, je vais dire les choses d'une manière un peu crue. Les gens qui ont été assassinés dans ces crimes atroces qui ont été perpétrés dans ce qu'on appelle les génocides, les gens ont été assassinés et ils sont morts. On ne peut plus rien pour eux. Donc l'histoire, elle permet de comprendre comment on a pu en arriver là, comment une population a pu tuer, au nom d'une idéologie, une autre partie d'une population. Parce que les génocides sont différents. Dans l'histoire de la Shoah, ça a été un crime qui a été perpétré à l'échelle de l'Europe. Au Rwanda, c'est une partie de la population qui a tué une autre partie de la population. Comprendre comment on est arrivé là, le rôle de l'idéologie, parce que c'est ça qui est absolument fondamental dans un génocide. Ce n'est pas simplement des gens qui décident de tuer d'autres gens, ce n'est pas simplement du racisme ou de l'antisémitisme. Il y a en plus, au-dessus de tout ça, une idéologie qui permet de justifier le crime et de faire en sorte qu'il passe à une échelle aussi massive. Et donc, si vous voulez, ce qui est fondamental, c'est de comprendre qu'à chaque fois qu'il y a du racisme ou de l'antisémitisme, ça ne mène pas à un génocide. Mais à chaque fois qu'il y a eu un génocide, ça a commencé par du racisme et de l'antisémitisme. Ça a commencé par des mots qui semblaient petits, des mots qui faisaient rigoler, des mots où on disait non, mais c'est pour plaisanter. Et à chaque fois qu'il y a eu génocide, ça a commencé par des mots, par de l'exclusion, et après, bien évidemment, tout un mécanisme qui s'est mis en œuvre. Donc en fait, l'enseignement de l'histoire et de la mémoire, ça permet de décrypter notre présent et de se dire où on en est aujourd'hui. Où on en est aujourd'hui, dans quelle situation on est, est-ce qu'on n'est pas en train de reproduire ce qui s'est passé? Surtout que sur le plan idéologique, et c'est ça aussi, et j'en terminerai, il faut comprendre qu'il y a tellement de choses qu'on nous resserre. Les théories complotistes, c'est pas né d'aujourd'hui. C'est pas né avec l'attentat du 11 septembre aux États-Unis. C'est un long cheminement historique. Les théories raciales, l'antisémitisme, ça date aussi depuis des siècles. Et donc, c'est pas inutile aussi de savoir que parfois, on nous ressort des trucs, des théories, des slogans qui ont déjà existé dans l'histoire et dont on connaît les conséquences. Parce que l'histoire des génocides, c'est ni plus ni moins que l'histoire des conséquences du racisme et de l'antisémitisme poussée à son paroxysme. C'est là où on pourrait aller si on ne protégeait pas notre démocratie, si on ne protégeait pas notre République. C'est là où on pourrait aller un jour. Et c'est en ça que, sans devenir paranoïaque, l'histoire, elle nous permet d'être des citoyens responsables et conscients de ce qui peut se passer. Avec des bulletins de vote, on a la possibilité de voter dans notre pays et de décider de l'avenir de notre pays. C'est très important parce qu'il y a des pays où ça n'existe pas. Et donc, comme le disait Sophie, c'est vrai que l'histoire n'est pas un vaccin. C'est-à-dire que l'enseignement de l'histoire ne nous permet pas de nous vacciner contre le racisme et l'antisémitisme et contre des mots qu'on connaît depuis toujours. Vous savez, c'est la même chose. On dit aux gens de ne pas tuer, mais il y a toujours des gens qui vont tuer d'autres gens. Mais néanmoins, il faut bien comprendre le lien entre l'histoire et le présent, le lien entre l'histoire et le futur, parce que quand on parle d'histoire, c'est aussi votre avenir que vous êtes en train de construire. Voilà. Merci beaucoup. Vous mettez bien en avant le fait qu'en tant que citoyen, on a tous un rôle à jouer. Camille Mindon, je sais que vous avez commencé à vous engager quand vous étiez vous-même au lycée. Qu'est-ce qui vous a porté? Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir ambassadrice?
Ça part d'un constat que, en effet, moi à l'époque, quand je me suis engagée, j'étais en première et j'allais arriver en terminale. Et à cette époque-là, c'était donc bientôt les élections présidentielles qui ont opposé notamment Marine Le Pen, Emmanuel Macron, et donc où il y a eu pas mal de thématiques qui ont été évoquées et beaucoup de choses, de dossiers qui sont ressortis. Et moi, je fais partie de la génération qui n'a pas grandi non plus avec aussi, je veux dire, les anciennes campagnes politiques, notamment on pensera au père Le Pen. Et donc, moi, je ne connaissais pas cette partie-là. Et c'est vrai que j'ai eu les récits de mes parents là-dessus, qui m'ont permis de comprendre en fait en quel point ça pouvait être ancré dans une idéologie, justement, mais que ça pouvait être insidieux, dans le sens où il y a une importance dans les mots qui sont utilisés, comme disait Jacques Frege, qu'on a tendance, donc des mots qui peuvent paraître anodins au début, mais qu'on utilise au fur et à mesure, qu'on réutilise, qu'on sort d'un contexte, et en fait qui peuvent devenir des sortes d'armes d'une certaine manière, et on ne s'en rend pas forcément compte au tout début, mais ensuite elles vont devenir une manière d'exclure des personnes. Donc moi je m'en suis rendu compte au fur et à mesure aussi au lycée. J'ai eu la possibilité cette opportunité même en fait de participer au programme des ambassadeurs avec le mémorial, et je me suis dit que c'était vraiment une bonne manière de participer à un projet de tolérance, de promouvoir la tolérance en fait entre toutes et tous, et d'essayer de réfléchir à comment nous jeunes on peut essayer de faire en sorte que ces choses-là ne se reproduisent pas. Et que c'est nous qui portons ces projets dans le futur. C'est nous qui sommes le futur en fait de ce qui va se passer dans la politique plus tard. Donc c'est aussi à nous de le construire. Et donc c'était vraiment cette idée de participer à un projet citoyen et à un projet vraiment de tolérance. Merci. Donc Jean-Yves Camus, vous l'avez abordé brièvement. Les témoins vivants sont en train de disparaître, en tout cas par rapport à la Seconde Guerre mondiale. Alors comment peut-on faire pour transmettre cette mémoire ? Alors c'est là qu'il va falloir être, et je pense que Jacques Frege ne démentira pas, particulièrement inventif. D'abord, on n'a pas terminé le travail sur document. Quand je dis qu'on n'a pas terminé le travail sur document, c'est que même dans les archives, on trouve encore des choses. Moi, je dépouillais encore hier la collection d'un journal collaborationniste des années 41-44. J'ai encore trouvé des informations que je n'avais pas, qui vont permettre de mettre en lumière un certain nombre d'épisodes de cette période à une toute petite échelle. Mais je veux dire, la communauté des historiens a encore beaucoup de travail à faire sur les documents. Il y a quelque chose, à mon avis, de très intéressant qui va se produire, c'est que paradoxalement, la disparition physique des témoins va précisément amener du document. C'est-à-dire que beaucoup de ces gens, pas tous, mais beaucoup de ces gens, et peut-être certains de ceux qui n'ont jamais parlé en public parce qu'il leur était trop difficile psychologiquement de raconter leur histoire, vont laisser, je pense, du document, vont laisser des mémoires, vont laisser des carnets, vont laisser ce papier auquel nous nous sommes habitués et qui vont potentiellement nous éclairer à faire de l'histoire générale de la période, à faire aussi de l'histoire locale. Parce que quand on travaille sur une période comme la Seconde Guerre mondiale, je prends celle-là en particulier, ça peut être vrai pour d'autres, il y a, j'allais dire, la grande histoire de la guerre. Et puis il y a ensuite, et je pense que c'est un très bon moyen de transmettre l'histoire locale, c'est-à-dire comment ça s'est passé chez vous, là où vous habitez. Alors ici, vous êtes dans une région que les événements ont particulièrement marqué par évidemment le débarquement et tout ce qui s'est passé autour. Il existe des régions de France où, ma foi, les événements n'ont pas été aussi importants, où la mémoire est moins grande, sans doute, en tout cas moins visible, moins signalée. Hein. Et on a beaucoup de travail de ce côté-là, mais il est clair, et là, moi, je ne suis pas enseignant, donc je n'ai pas la réponse, qu'il va falloir trouver de nouveaux outils pédagogiques pour transmettre, pas uniquement par les livres, cette mémoire que
les individus qui ont connu la période ne pourront plus venir nous raconter. C'est pas un pari évident. Hein. C'est sûr. Et puis le pouvoir de l'émotion d'un témoignage n'est pas tout à fait le même. Non, mais alors le pouvoir de l'émotion, il a aussi ceci de particulier que le temps plus l'émotion, si vous voulez, n'est pas nécessairement un bon vecteur de mémoire. C'est-à-dire qu'on sait tous qu'au fur et à mesure que le temps passe, on reconstruit. La reconstruction mémorielle, c'est quelque chose que tous les historiens connaissent, pas seulement les historiens. Et puis l'émotion, des fois, je veux dire, cela entraîne des formulations imprécises, cela entraîne des imprécisions sur les faits qui doivent évidemment être corrigées. Et donc, ce que je dis là est un peu triste au fond, mais les historiens préfèrent les témoignages froids. Et vous, Sophie et Élyséon, quelles sont vos pistes ? Alors c'est très intéressant ce qui vient d'être dit sur l'émotion, parce que effectivement, ça remet en lumière l'exemple que je prenais sur Miss Provence tout à l'heure. Dès lors qu'on n'est pas en contact avec les individus, on n'a pas d'émotion et on se croit autorisé finalement à faire tout et n'importe quoi. Et puis il y a une deuxième partie que je trouve intéressante aussi, c'est finalement la mémoire locale. La mémoire, effectivement, elle se transmet par... moi, je suis d'accord aussi sur le fait que la mémoire froide, finalement, c'est peut-être le meilleur vecteur de transmission. Mais la mémoire, elle s'entretient. Et elle s'entretient, effectivement, par la connaissance que le local peut avoir de cette mémoire-là. Je vais prendre un exemple assez simple. La délégation finance une action qui est portée par une association qui s'appelle The Bait Project et qui, en fait, étudie dans la ville les traces des événements passés qui ont construit cette ville et qui ont permis de lui donner le visage qu'elle a aujourd'hui. Et je crois que ça, c'est un travail très intéressant que peuvent faire des jeunes comme vous. Et en plus, effectivement, dans cette région, il y a matière de pouvoir retrouver effectivement les traces de l'histoire de cette ville ou de cette région. Et donc, comme ça, effectivement, d'entretenir la mémoire de ce qui a construit ce territoire-là. Un autre exemple que je voudrais utiliser parce qu'il vient d'un petit peu plus loin, c'est qu'il existe dans la bonne ville de Champagney, je ne sais pas si ici quelqu'un connaît la ville de Champagney, c'est en Haute-Saône, il existe une maison de l'esclavage. Pourquoi ? Parce qu'en 1789, les habitants de Champagney, dans les cahiers de doléances, ont écrit un article appelant à l'abolition de l'esclavage. Et donc ça, également, c'est un document qui est conservé dans cette maison-là et qui rappelle l'histoire de France à cette époque-là et l'histoire singulière de la mobilisation des habitants de Champagney. Et je trouve que c'est quelque chose aussi d'assez intéressant. Et là, pour le coup, c'est vraiment de la mémoire froide parce que c'est simplement un article couché sur du papier. En tout cas, on voit bien que les lieux sont importants. Donc, Jacques Fredge, quels sont vos moyens au mémorial pour transmettre cette mémoire et puis les pistes d'évolution aussi? Alors, tout d'abord, il faut rappeler que dans notre pays, vous savez qu'au lendemain de la guerre, il y a eu un genre de traumatisme et d'amnésie sur le rôle de la France dans la persécution des Juifs, et qu'entre le milieu des années 50 et jusqu'en 1995, les archives ont été fermées en France pour empêcher les chercheurs de travailler sur ce sujet. Il a fallu attendre juillet 1995 pour qu'un président, le président Jacques Chirac, reconnaisse officiellement la responsabilité de la France dans la persécution des Juifs de France. La France avait été occupée, en tous les cas une partie, puis toute la France, mais nous avons eu en France un gouvernement qui a collaboré avec les nazis et qui a été un des gouvernements les plus antisémites d'Europe et qui a amené la déportation de 25% des Juifs qui vivaient en France avant la guerre. Mais depuis la déclaration de Chirac, en juillet 1995, je pense qu'en matière d'enseignement, la France a rattrapé son retard. On est un des rares pays au monde où l'enseignement de l'histoire de la Shoah est obligatoire.
à 3 moments de la scolarité d'un élève, ce qu'on appelle le cycle 3, des élèves de 10-11 ans, des collégiens et des lycéens. Et je me réjouis que l'enseignement de l'histoire du génocide des Arméniens et également de celui des Tutsis au Rwanda ait également rejoint les livres scolaires et l'enseignement que nous faisons, qui est fait à l'intérieur des classes. Donc, en Europe et surtout en France, de toute façon, l'histoire des génocides, elle est déjà abordée sur un plan historique. Ce n'est pas la parole des témoins qui constitue tout l'enseignement. Il y a l'enseignement que l'on fait à l'école, qui est très important. Je le dis parce que dans certains pays, ce n'est pas le cas. Le seul enseignement qu'il y a, il est porté par les témoins et par la parole des témoins. Et nous, en Europe, on a une vision différente parce que finalement, on a choisi d'enseigner les faits historiques, parce que les faits historiques, ça reste dans la tête et ça permet de réfléchir, de nourrir une réflexion, tandis que la seule parole des témoins, elle va toucher l'émotion. Malheureusement, quand vous allumez la télé ou que vous lisez Twitter, il y a tellement de choses terribles qui se passent dans le monde, c'est qu'une émotion, elle chasse une autre émotion. L'enseignement des faits historiques permet finalement de nourrir une véritable réflexion. Je dis ça parce que la disparition des témoins, elle n'est pas nouvelle. Simone Veil, avant son décès, ça faisait une dizaine d'années qu'elle annonçait déjà la disparition des témoins. Donc il faut savoir que la disparition des témoins, elle est inéluctable, que les témoins emporteront avec eux quelque chose d'irremplaçable qu'on ne pourra pas remplacer. Il y a des gens aux États-Unis qui essayent de faire des hologrammes avec des rescapés de la Shoah. C'est une abomination, parce que les rescapés de la Shoah meurent aussi, les rescapés des génocides meurent aussi, et c'est comme ça. Eh bien, ça fait des années que les institutions qui travaillent sur ces sujets préparent cette disparition. Jean-Yves l'a évoqué, Sophie également. Nous collectons des archives et nous sommes engagés dans une course contre la montre. Le mémorial de la Shoah dispose de 50 millions de documents d'archives. Mais il faut que vous sachiez que chaque année, nous collectons entre 500 000 et 1 million de documents nouveaux d'archives. La collecte d'archives n'est pas finie. Elle est encore très importante, notamment celle qui est encore dans les familles, chez les rescapés de la Shoah, chez les témoins qui ont assisté à des événements. Donc la collecte d'archives, elle est fondamentale parce que ça constitue des archives froides, comme le disait Jean-Yves. Mais ce sont des archives. Les témoins ont énormément écrit également. Il y a des récits aujourd'hui, des livres. Et puis, ce que toutes les institutions font depuis des années, c'est l'enregistrement de témoignages, en passant par la Fondation Spielberg, qui s'est lancée dans l'enregistrement de 50 000 témoignages dans le monde. Ce qu'on est en train d'ailleurs de faire pour l'ensemble de l'histoire des génocides, nous on commence également à s'intéresser à l'enregistrement des témoignages des autres génocides, pas des Arméniens, malheureusement c'est trop tard, mais du génocide des Tutsis au Rwanda. C'est vrai que la parole d'un témoin, l'événement est encore présent. Si vous avez quelqu'un qui est en face de vous, qui peut vous parler, eh bien vous avez l'impression que l'événement il n'est pas si loin que ça. Le jour où il n'y aura plus de témoins, eh bien l'événement va basculer dans l'histoire. Voilà. Et c'est vrai que nous, une des ressources qu'on a trouvées, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, comme on parle au mémorial de la Shoah beaucoup des autres génocides, du génocide des Tutsis au Rwanda, eh bien, quand on veut parler d'un génocide, aujourd'hui, nous invitons des Tutsis à venir parler, parce que finalement, ils sont plus jeunes. Le génocide a eu lieu en 1994. Ils sont plus jeunes. Leur témoignage est là, Jean-Yves, beaucoup plus cru, beaucoup plus rare. Et là, on est encore dans une génération, une première génération qui est en train de témoigner. Et ce sont des témoignages plutôt terribles, sans aucun filtre. Mais en même temps, c'est une des solutions que nous avons trouvées. Mais moi, je compte sur les enseignants qui font un travail formidable pour faire en sorte qu'à côté du cours, il y ait des projets pédagogiques
qui soient menés, comme vous l'avez évoqué, des projets pédagogiques grâce à la région Normandie, nous amenons des lycéens à Auschwitz, aller dans un lieu de mémoire. C'est aussi entretenir cette mémoire et faire des projets pédagogiques. Il y a des musées, il y a des films. Il y a aujourd'hui énormément d'outils et la France a rattrapé un retard énorme qu'elle avait. Aujourd'hui, la vraie difficulté pour un enseignant français, c'est pas tellement le manque d'outils, c'est au contraire arriver à discerner les bons outils des autres, tellement on a d'outils. Et ça, on peut vraiment s'en féliciter. Néanmoins, il faut reconnaître une chose, rien ne remplacera jamais la parole d'un témoin, et ça, on la perdra définitivement. Vous parlez d'outils, de programmes. Justement, Camille, j'aimerais bien vous demander un programme auquel vous allez participer, un moment qui vous a vraiment touché, qui vous a vraiment impacté, de nous le raconter. Parce que votre parole est précieuse là-dessus. Donc il faut savoir que ce programme au Mémorial de la Shoah s'inscrit dans un réseau de mémorial en France. Et donc il y a des séminaires qui sont organisés à peu près tous les 2 ans avec tous les ambassadeurs des différents mémoriaux qui existent en France au sujet de la Shoah ou de la résistance. Et un moment qui m'a beaucoup marqué, ça a été quand j'étais lycéenne justement, un séminaire où on s'est rencontrés tous et toutes pour discuter en fait de qu'est-ce que c'est que s'engager et de comment porter la voix des témoins qu'on a rencontrés et comment en fait de certaine manière s'approprier aussi cette histoire et cette mémoire pour ensuite la transmettre. Parce que c'est cette question-là, je pense aussi pour nous les jeunes, c'est on n'a pas vécu du coup ces choses-là. Ce sont des personnes qui disparaissent, qui témoignent aujourd'hui encore, mais on a moins en moins de paroles et nous, en fait, notre rôle, d'une certaine manière, c'est vraiment de s'approprier cette histoire-là, cette mémoire, de la comprendre et de pouvoir ensuite la transmettre aux générations futures qui n'auront pas la possibilité de rencontrer ces témoins-là. On ne peut pas les remplacer, comme disait Jacques Fredge, mais une forme d'engagement, c'est vraiment essayer de s'approprier cette mémoire, de la respecter, de la comprendre et voilà, vraiment de la transmettre. Et donc c'était un moment très important, ce moment-là, parce qu'on a discuté de quelle forme d'engagement on pouvait prendre en tant que jeune. Donc il y a cette chose-là d'être ambassadeur, ambassadrice de la mémoire, mais en fait ça peut aussi se faire plus tard dans les études supérieures, à travers différents engagements, que ce soit dans des associations, que ce soit essayer de retracer le parcours d'une personne, même là, au lycée par exemple, une personne qui est passée, qui a été déportée, qui est passée dans votre lycée par exemple, ça peut être un moyen aussi pour vous de vous dire, cette personne, elle était proche, en fait, elle était exactement au même endroit que moi avant, elle a vécu ça, et je me sens connectée à cette personne de cette manière-là, et c'est important pour moi de transmettre en fait, la mémoire de cette personne, ce qu'elle a vécu. Et ça devient tout de suite plus concret aussi, d'une certaine manière, à ce moment-là, la mémoire, parce que c'est pas juste une idée de ce qui s'est passé il y a longtemps, même si c'est quand même récemment sur toute l'histoire, à l'échelle de l'histoire, mais ça permet en fait pour nous de vraiment comprendre. Cette personne, elle avait 17 ans, cette personne, elle était dans le même lycée que moi, elle faisait ça comme moi, elle suivait les cours comme moi, et pourtant elle a été déportée. Pourquoi ? Et c'est ça aussi qui est important, c'est pour nous de nous approprier vraiment cette histoire-là. Merci beaucoup, et c'est important votre parole pour montrer qu'on peut tous agir et que même vous, en tant que lycéen, vous pouvez faire des choses. Alors là, on a pas mal parlé de la transmission de la mémoire, de l'histoire, mais aussi il y a des moyens d'action contre les actes racistes, antisémites. Donc je me tourne vers vous, Sophie Lézéon. Comment peut-on agir ? Et est-ce que l'État fait suffisamment ? Alors c'est une bonne question que celle que vous posez. Je m'en référerai à l'actualité et puis après je vous donnerai quelques chiffres parce que c'est toujours important de savoir de quoi on parle. Mais l'actualité, elle est assez illustrante, hein, puisque hier ont été rendus, en tout cas en ce début de semaine, ont été rendus 2 jugements
L'un contre un individu qui avait proféré, qui avait traité une policière de mémoire, une porte-parole de la police d'arabe de service. Donc cet individu a été condamné par la justice, donc ça opère. Et un autre jugement a été rendu pour un magazine dont je tairai le nom, et qui avait eu une une insultante contre une députée de la République. Là aussi, le magazine a été condamné. Je vous parlais l'autre jour du procès à l'encontre des auteurs des insultes contre Miss Provence. Donc, il y a des choses qui se font, il y a des jugements qui sont pris, et il y a effectivement des actions. Enfin, les politiques publiques portent leurs fruits. Alors, est-ce que c'est suffisant? Évidemment, ça ne l'est jamais assez, pour plusieurs raisons. Mais d'abord, je vais vous donner peut-être quelques éléments chiffrés. En 2020, les services de police et de gendarmerie ont enregistré 11 300 plaintes de personnes qui se déclaraient victimes de racisme ou d'antisémitisme. Alors, plus exactement, pour la police et la gendarmerie, ce sont des actes racistes, antireligieux et xénophobes. C'est comme ça que c'est enregistré dans les machines. 11 300 faits. Et sur ces 11 300 plaintes, 875 ont donné lieu à une condamnation par le juge. Donc ça veut dire qu'il y en a un certain nombre qui ont complètement échappé à un jugement et qui ne sont pas passés entre les mains du juge. Alors plusieurs raisons à ça. La première, c'est que effectivement, sans doute, les plaintes n'étaient pas assez, comme on dit, caractérisées. C'est-à-dire que quand on va déposer plainte, il faut être capable de répondre de manière très précise aux questions que posent les policiers, policières et les gendarmes. Et parfois, les victimes se sentent un peu agressées par un certain nombre de questions qu'on peut leur poser. Donc, il faut avoir conscience que quand on va déposer plainte, c'est un exercice un peu compliqué et que donc, c'est peut-être pas 5 minutes après l'agression qu'il faut y aller. Il faut peut-être prendre le temps de se poser et de préparer son dépôt de plainte, au moins dans sa tête. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que parfois, les plaintes sont, oui, potentiellement mal recueillies. Vous savez, ou peut-être que vous ne savez pas, mais si vous ne le savez pas, je vous l'apprends. Le fait qu'un acte, qu'une agression soit assortie effectivement d'une intention raciste ou antisémite, ça s'appelle une circonstance aggravante. Mais pour pouvoir identifier cette circonstance aggravante, il faut là aussi que les policiers et les gendarmes recueillent un certain nombre de faits, le contexte, les injures, la caractéristique des individus, etc. Et donc pour pouvoir qualifier ces éléments-là, là encore, il faut que les policiers, policières et gendarmes soient suffisamment formés pour pouvoir apprécier ce caractère aggravant. Et donc, nous formons, dans le cadre des plans de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, nous formons les policières, les policiers et les gendarmes à cette prise en considération. Mais derrière, il faut aussi, évidemment, former les magistrats, parce qu'il faut que le procureur, lui, se saisisse aussi de cette circonstance aggravante et demande que les accusés, ou les mis en cause en tout cas, soient condamnés sur la base de cette circonstance aggravante. Et puis une chose qu'on sait moins, c'est que ces 11 300 plaintes, en fait, elles ne représentent à peu près que 14% de la réalité des faits de racisme et d'antisémitisme dans notre pays. Donc si j'ai un conseil à vous donner dès aujourd'hui, c'est que quand vous êtes victime d'un acte raciste ou antisémite, systématiquement, il faut que vous déposiez plainte. Certains diront ça sert à rien. Ça sert à quelque chose. Même si les auteurs ne sont pas nécessairement condamnés, ça sert au moins à ce que les pouvoirs publics se rendent compte de l'ampleur de la situation. 11 300 plaintes, c'est beaucoup, mais comparé à la totalité de la population française, c'est finalement pas grand-chose. Et effectivement, si elle ne représente que 14% de la réalité des faits, vous voyez qu'il y a encore du chemin à parcourir. Et pourquoi c'est important que les pouvoirs publics se rendent compte de l'ampleur de la situation? Tout simplement parce que les moyens qu'ils dédient, les moyens humains, les moyens financiers qu'ils dédient à la mise en œuvre des politiques publiques pour lutter contre ces situations-là sont proportionnés à l'ampleur des situations. Donc tant qu'on n'aura pas une connaissance très précise et la plus exhaustive, la plus large possible de ce phénomène, eh bien, les moyens qui seront dédiés pour lutter contre le racisme et l'antisémitisme ne seront sans doute pas à la hauteur de l'ampleur de la situation. Donc vraiment, je vous encourage
à aller déposer plainte. Et j'en parle tout de suite parce que inévitablement c'est un sujet qui anime la société aujourd'hui. Parfois, le dépôt de plainte peut être rendu difficile parce qu'on peut être confronté en face de soi à des policières, des policiers ou des gendarmes qui ne sont pas forcément tout à fait sur la même position que vous par rapport à ce qu'est le racisme ou l'antisémitisme. Pour le dire de manière très courte, oui, il existe des policières, des policiers et des gendarmes qui potentiellement sont racistes et antisémites. Ils peuvent aussi accessoirement être sexistes ou LGBT-phobes. Pourquoi ? Parce que la police et la gendarmerie recrutent dans la société française. En revanche, non, la police, la gendarmerie ne sont pas des institutions racistes. Et non, l'histoire des Noirs au hasard en France n'a rien de comparable avec l'histoire des Noirs aux États-Unis. Le régime ségrégationniste des États-Unis a pris fin dans les années 60. Voilà, on pourra le réévoquer si vous le souhaitez. J'aimerais bien aussi avoir votre analyse, Jean-Yves Camus. En fait-on assez alors ? Écoutez, je n'ai pas grand-chose à rajouter à ce qui vient d'être dit. En fait-on assez ? D'abord, on ne peut en faire assez que si, comme Sophie Élyséon vient de le dire, les victimes portent plainte. Moi, je pense que c'est un élément absolument fondamental que chaque personne qui est victime d'un acte raciste, antisémite, LGBT-phobe, porte plainte, parce que ça permet d'avoir d'abord une ampleur du phénomène, une mesure du phénomène, et puis ensuite parce que, passez-moi l'expression, mais ça met la pression. Ça met la pression. Si vous intériorisez le fait que ça ne sert à rien, d'abord vous commettez une faute, parce que effectivement, les institutions en tant que telles qui sont chargées de recueillir votre plainte sont composées majoritairement de gens qui font leur métier parfaitement correctement et qui vont la prendre, cette plainte. Voilà. Ensuite, si effectivement les faits ne sont pas caractérisés, c'est autre chose. Mais il faut faire confiance à l'institution policière, aux gendarmes, pour prendre votre déposition, pour prendre votre dépôt de plainte. Et à partir de là, j'allais dire, ça permet aussi, si vous voulez, c'est ce qui permet à un moment donné à la puissance publique de prendre la mesure des faits, de prendre la mesure de ce qui se passe. Parce que si une majorité des victimes ne va pas porter plainte, et c'est vrai d'ailleurs pour n'importe quelle infraction pénale, naturellement, ça ne remonte pas et on ne prend pas la bonne mesure du phénomène. La seconde chose, me semble-t-il, à laquelle on doit porter attention, c'est de faire attention à la qualité du débat public. Je le dis sans aucune intention polémique, nous rentrons dans une période qui est celle qui prépare l'élection présidentielle d'avril 2022. Une campagne électorale, c'est nécessairement l'affrontement non seulement de plusieurs candidats et candidates, mais également des idées qu'ils portent. Mais ça ne doit pas devenir une foire d'empoigne et l'occasion de véhiculer sous le couvert d'un programme politique des idées qui peuvent, chez un certain nombre d'individus faibles ou prédisposés par leurs inclinations idéologiques, pousser au passage à l'acte. Moi, je trouve que la séquence dans laquelle nous vivons, et il y aurait beaucoup à dire d'ailleurs sur le traitement médiatique de la séquence en question, n'est pas particulièrement rassurant. Donc il faut rester toujours, même quand on aborde des problématiques difficiles. Et la problématique de l'immigration est une problématique politique qui doit être abordée. Et bien même lorsqu'on aborde celle-là, lorsqu'on aborde la thématique de la sécurité, lorsqu'on aborde la thématique de l'intégration, celle de la laïcité, on doit toujours le faire avec la retenue, le choix des mots, la sensibilité nécessaire pour que la parole qu'on porte ne soit pas une sorte de laisser-passer pour le passage à l'acte et la détérioration des rapports entre les composantes de la communauté nationale. Merci. Jacques Frêle, à l'approche de la présidentielle, est-ce qu'il y a des choses qui vous inquiètent ? Je voudrais rebondir sur ce que disait Jean-Yves, c'est-à-dire que et Sophie, c'est-à-dire que nous, le mémorial, j'ai oublié de le dire, nous on est une institution totalement indépendante, hein, on est une institution privée, on n'est pas l'État,
On est une fondation. Et ce que je veux dire en tant qu'organisme qui travaille de manière indépendante, mais beaucoup avec les services de l'État, c'est que d'une part, aujourd'hui, il y a un arsenal législatif en France qui est assez efficace. On est un des pays où on a réussi, je dirais, à empêcher ceux qui nient l'histoire des génocides, d'abord de la Shoah, puis des autres génocides. On a, grâce aux lois que nous avons dans notre pays, ce qu'on appelle la loi Guesso, on a réussi à faire en sorte que ces idées négationnistes ne s'épanouissent pas dans notre pays, plus tous les nouveaux développements législatifs qui font qu'aujourd'hui, on a une démocratie qui a vraiment pris conscience. Et je pense que c'est encore plus vrai aujourd'hui. Je me rappelle des années 2000 où il y a eu les premiers actes antisémites, où il y a eu, quelques années après, l'assassinat des enfants de l'école juive de Toulouse par Mohamed Merah à Toulouse. L'État avait du mal à comprendre ce qui était en train véritablement de se passer. Mais on est presque 10 ans après. Aujourd'hui, il y a une véritable prise de conscience, y compris des fléaux qui s'épanouissent dans notre société, comme l'homophobie aujourd'hui, qui est un phénomène à la fois nouveau, très présent, et qui nécessite aussi un engagement sur le plan judiciaire. Alors, nous, on voit aussi que l'État s'engage parce qu'au mémorial, nous recevons des policiers, des gendarmes, des magistrats, et c'est assez nouveau. C'est-à-dire que l'idée de comprendre qu'on peut être un magistrat ou un policier, finalement, ne pas avoir reçu l'enseignement historique nécessaire pour comprendre ce qu'est le racisme et l'antisémitisme. Donc ça, c'est une chose. Mais moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est pas ça. C'est que aujourd'hui, le niveau du racisme et de l'antisémitisme, il est tel, surtout à la veille d'un débat électoral qu'on nous annonce terrible. Il y a une partie des choses qui est chez vous. Parce que vous savez, le racisme et l'antisémitisme, bon, à part les militants politiques qui passent à l'acte, qui vont faire des attentats, la plupart du temps, le racisme et l'antisémitisme, ils reposent sur des préjugés, sur des stéréotypes. Et là, par contre, vous avez l'occasion et le pouvoir d'arrêter ça. Parce que les stéréotypes et les préjugés, eh bien, de génération en génération, on les répète. Les musulmans sont comme ça, les homosexuels sont comme ça, les noirs sont comme ça, les juifs sont comme ça. Et on les répète sans même comprendre. On les répète parce que dans sa famille, on l'entend. On l'entend dans son entourage, on l'entend là où on habite. Mais il y a un moment où cette chaîne-là, vous avez le pouvoir de la casser et de dire non, moi j'arrête de dire ces conneries-là. Parce que c'est des bêtises. Et ces préjugés reposent sur l'ignorance de l'autre. Voilà. Et c'est ça qui nourrit le racisme. Et ça, l'État ne peut pas l'empêcher. Ne peut pas empêcher ce qu'il y a dans nos têtes. Mais nous, on a le pouvoir de le faire. C'est bien beau de demander à l'État de tout faire, mais on a, nous aussi, une part de responsabilité, comme le disait Camille tout à l'heure. Il y a des choses qu'on peut changer. Ça commence dans notre classe, ça commence dans notre maison, dans notre cité, dans notre quartier. Et ça, on a le pouvoir de le faire. Et ben, il faut le faire. Voilà. Il faut le faire parce que c'est ça qui est le plus terrible. Et vous savez, le mémorial organise des stages de citoyenneté. C'est-à-dire que le ministère de la Justice nous demande de recevoir des adultes qui ont proféré des insultes racistes ou antisémites, et au lieu que ça soit versé dans leur casier judiciaire, si ce ne sont pas des militants politiques, ils viennent pendant 2 jours au mémorial participer à un séminaire. Et la plupart du temps, les gens à qui on a affaire, c'est des gens qui sont... qui, dans un accès de colère, en fait, ont fait parler leur cœur. Parce que c'est bien beau, si vous voulez, sur le plan du principe, se dire non, non, le racisme, c'est pas bien, etc. Puis quand on est énervé, vous savez, on perd tous les filtres, et puis on balance ce qu'on a sur le cœur. Et donc, il faut savoir que lutter contre les préjugés,
qu'on peut avoir parce qu'on en a tous des préjugés contre d'autres. Il ne faut pas se voiler la face, il faut se le dire. On a tous des préjugés contre d'autres. Simplement, il faut qu'on filtre, qu'on apprenne à se filtrer et à ne pas raconter tout ce qu'on a, tout ce qui nous traverse l'esprit, pour ne pas blesser l'autre. Et puis, à un moment, pour ne pas participer à une chaîne qui s'appelle du racisme ou de l'antisémitisme. Voilà. Merci beaucoup. Avant de passer aux questions-réponses, je voudrais bien un dernier petit tour de table pour dire comment nous, vous, lycéens, vous pouvez agir à votre échelle pour lutter contre ces problématiques. Camille ? Je pense que ce qui est hyper important pour vous, ce serait juste, pour moi, c'est un mot qui se résume par curiosité. En fait, c'est ce que disait justement Jacques Frege, c'est très souvent les réflexes qu'on peut avoir, enfin les réflexes racistes, antisémites, homophobes, etc. C'est des réflexes de peur de l'inconnu et d'incompréhension de l'autre. Et donc en fait, si on est curieux, si on cherche à comprendre les autres, on peut essayer de déconstruire ces stéréotypes-là et au contraire, promouvoir une forme de tolérance et en fait, voilà, d'essayer d'éliminer toutes ces tensions qu'il peut y avoir entre nous. Donc pour moi, c'est ça. Ce que vous pouvez faire, c'est être curieux et curieuse. Et après, si vous souhaitez aussi du coup vous engager plus, c'est essayer de participer à des actions citoyennes. Il y en a à toutes les échelles, je pense. Chez vous, dans la mairie, dans les écoles, et après plus tard aussi dans des stages civiques, par exemple. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut que vous reteniez, c'est soyez curieux, curieuse. Alors, moi, il y a une chose dont je voulais vous parler, c'est la question des justes. Vous savez que ce qu'on appelle les justes, ce sont des gens qui, pendant la guerre, et d'ailleurs c'est devenu une expression qu'on va utiliser pour d'autres génocides, hein, parce qu'on dit qu'il y a eu des justes également pendant le génocide des Tutsis au Rwanda, il y a eu des justes pendant le génocide des Arméniens. C'est des gens qui prennent des risques pour sauver ceux qui sont victimes d'un génocide. Et la question des justes dans notre pays, je veux parler de la Seconde Guerre mondiale, elle a été fondamentale. 75% des Juifs de France ont survécu à la Seconde Guerre mondiale. 25% ont été déportés, mais 75% des Juifs de France ont survécu à la Seconde Guerre mondiale. En Pologne, 95% des Juifs ont été assassinés. En Hollande, 75% des Juifs ont été assassinés. Ce qu'on a vécu en France, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais qui montre qu'un individu tout seul peut sauver un autre individu ou une famille. On a l'impression qu'on vit dans une époque où on décide de rien, que c'est les députés, que c'est Bruxelles, etc. Arrêtez de penser ça. Arrêtez de vous cacher derrière ce petit doigt, d'accord ? On a tous le moyen de modifier ce qu'on voit devant nous. L'action des justes le montre. Et surtout, l'action des justes dans une période très compliquée. Nous, on vit dans une démocratie. On a la chance de vivre dans une démocratie qui est menacée parce qu'il y a des gens qui essayent d'abattre cette démocratie. Ceux qui essayent de vous faire croire qu'on vit dans une dictature, on a vu il y a quelques semaines des gens qui manifestaient, qui vous ont fait croire qu'on vit dans une dictature, c'est juste scandaleux. Voilà. Sur le plan historique, vous avez les connaissances historiques pour bien comprendre qu'on peut être d'accord ou pas être d'accord avec un homme politique. Comme le disait Jean-Yves tout à l'heure, il faut rester sérieux et bien comprendre le contexte historique dans lequel on est. On est dans une démocratie. Vous avez les moyens de changer ce que vous voulez dans ce pays. Utilisez votre bulletin de vote. C'est tellement dommage de ne pas aller voter. Notre démocratie, vous savez, on a vécu les attentats de 2015 dans notre pays. Vous avez compris qu'il y a des gens très radicaux qui essayent d'abattre notre démocratie. On a la chance, il y a tellement de pays où il n'y a pas de démocratie, où il n'y a pas de liberté. On a la chance de vivre dans une démocratie. Mais simplement, une démocratie, elle n'est pas éternelle. Il faut la préserver. Vous avez la chance d'avoir un bulletin de vote, alors allez voter, parce que c'est une façon, encore, oui, allez voter dans toutes les élections qui se présenteront, hein, de manière générale, je ne parle pas uniquement de la présidentielle. Et puis je pense qu'on a tous les moyens de changer la donne
par ailleurs, qui est devant nous, à côté de nous, autour de nous. Et parce qu'on est une démocratie, on a les moyens de le faire. Donc, il faut juste passer le cap. Ce dont témoigne Camille, finalement, c'est relativement simple. C'est de dire, nous, on va prendre en main le devenir de cette histoire qui est une histoire porteuse de valeurs qu'il faut défendre. Eh bien ça, soit vous le faites soit dans le cadre des ambassadeurs de la mémoire, soit dans le cadre de rien du tout, simplement d'une prise de conscience que vous avez autour de vous et là où vous vivez. Et ça, vous avez les moyens de le faire. Alors, je ne sais pas si vous avez vu d'ores et déjà, d'ailleurs, je ne sais pas s'il est exactement sorti, mais je crois que oui, le documentaire Bigger Than Us. Alors, c'est un documentaire sur les jeunes qui, dans leur pays, agissent en faveur du développement durable et de la protection de l'environnement. Eh bien, je vous suggère simplement d'être les Bigger Than Us de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, de faire confiance à votre pouvoir d'agir, d'exercer votre citoyenneté. Alors, demain ou après-demain, ou sans doute au présidentiel futur, vous ne pourrez, pour certaines ou certains d'entre vous, pas encore voter, mais aujourd'hui, vous pouvez agir concrètement contre le racisme et l'antisémitisme. Il existe tout un tas de programmes, il y en a un qui a été identifié ici. Plus proche de vous, vous avez des concours qui sont dédiés aux jeunes, dans le milieu scolaire ou en dehors des milieux scolaires. J'en cite 3 pour faire très rapide. Le premier, c'est le concours de la flamme de l'égalité, qui invite des jeunes dans le milieu scolaire, plutôt collégiens et lycéens, primaires et collégiens, à travailler sur les questions de l'esclavage et des traites. Un deuxième concours qui s'appelle Bulle de mémoire, qui s'adresse là plutôt à des collégiens et à des lycéens dans le milieu scolaire, mais en dehors du milieu scolaire. Donc entre vous, en dehors, dans un groupe d'amis, vous pouvez participer à ce concours. Il s'agit d'écrire une bande dessinée sur les grands conflits du XXe siècle. Et puis, vous avez le concours le prix qu'il a est porté par la délégation interministérielle de lutte contre le racisme et l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, qui s'appelle le prix Ilan Halimi, qui là aussi s'adresse à des jeunes de 15 à 25 ans. Donc, je crois que vous êtes complètement dans la cible et qui vous invite à travailler, là encore, à l'école ou dans un groupe d'amis ou dans un club de foot ou au club de théâtre ou que sais-je encore, sur les questions justement de la déconstruction des stéréotypes que Jacques Frege évoquait tout à l'heure. Donc voilà, le pouvoir d'agir, il est entre vos mains. Faites-vous confiance, osez participer à ces concours et à ces prix, et de toute façon vous en sortirez transformé, mais surtout vous apporterez votre pierre à l'édification d'un monde plus juste et plus fraternel. Alors, 2 choses. La première, moi je suis quelqu'un qui dans la vie ne sait guère faire que 2 choses, qui sont lire et écrire. Oui, je vous incite très fortement à lire les ouvrages relatifs non seulement à l'histoire générale de la période des différents génocides dont nous avons parlé, mais également à l'histoire locale. Je pense que c'est un bon moyen de comprendre et de se raccrocher à cette histoire. Il y a pratiquement dans chaque localité, département, région, des historiens sérieux, professionnels ou amateurs, qui ont fait un travail pour retracer la chronologie des événements. Et c'est voilà, des ouvrages qu'on trouve assez facilement. Je vous incite à les lire. Je vous incite aussi à recueillir les témoignages des gens qui sont encore en mesure de parler. Vous savez, moi, mon père a 91 ans. Alors certes, il n'avait pas l'âge de combattre à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, mais voilà, 91 ans, ça fait 14 ans passés à la libération de l'endroit où il vivait. On avait à cet âge-là, à cette époque-là, une assez étonnante maturité qui était d'ailleurs le fruit direct de la gravité des événements. Donc oui, il y a des gens aujourd'hui encore qui ont des souvenirs, on va dire, de la libération, des dernières années de la guerre. Et je pense que c'est bien de parler avec eux pour que cette chaîne de transmission continue le plus longtemps possible. Voilà. Puis évidemment, oui, engagez-vous dans n'importe quelle association, dans n'importe quel secteur, celui qui vous tente. Par ailleurs et enfin,
peut-être que parmi vous, il y aura des gens que cet intérêt pour la mémoire et la lutte contre les inégalités, le racisme et l'antisémitisme conduira à se trouver une vocation d'enseignant, une vocation d'historien, une vocation peut-être de magistrat, une vocation de policier aussi, une vocation militaire, puisque, et ça je crois qu'il faut le dire, alors que la France vient encore de perdre un soldat en opération, celles ou celles qui servent aujourd'hui sous le drapeau français, notamment sur les théâtres d'opérations extérieures, participent à leur manière à un monde dont les radicalités violentes seront sinon extirpées, du moins au minimum limitées, et ils font, dans les endroits où ils se battent, aussi en direction des populations qui sont victimes des extrémistes de tout poil, un travail assez remarquable qui mérite d'être salué. Merci beaucoup. Bon, il nous reste une vingtaine de minutes pour les questions. Merci. Alors, je les découvre en même temps que vous. Pensez-vous que le racisme et l'antisémitisme pourra s'arrêter un jour ? Qui veut répondre ? La réponse est non, parce que ça fait partie de nos vies et que malheureusement, c'est comme si vous posiez la question de savoir est-ce que les gens vont arrêter de s'entretuer. Depuis la nuit des temps, depuis les 10 commandements, on dit aux gens d'arrêter de voler, d'arrêter de tuer. Mais donc, il faut arrêter d'être angélique et d'imaginer que le loup va dormir à côté de l'agneau. Peut-être ça dans les rêves, on peut le garder. Mais en fait, non, le racisme et l'antisémitisme, je ne suis pas un spécialiste, ni un sociologue, ni un psychologue, mais ça fait partie je dirais presque de la pensée humaine. Et ça permet à des gens, en fait, de nommer les responsables de leurs propres échecs, de leurs propres failles. C'est plus facile de désigner l'autre comme responsable plutôt que de se voir soi-même. Donc, malheureusement, non. Par contre, nous, on a le pouvoir de réduire le plus possible cette expression du racisme et de l'antisémitisme. Oui, ça, on a le pouvoir de le faire. Mais de l'éradiquer totalement, moi, je n'y crois pas. Oui, alors, mais c'était la conclusion. J'ai l'habitude de dire que les fraternels sont plus nombreux que les haineux, donc c'est à nous de faire plus de bruit que les racistes et les antisémites. Alors, deuxième question. En quoi la reconnaissance des mémoires et le travail des historiens sont-ils nécessaires à la construction d'une paix durable ? Pardon, mais c'est vrai que, vous savez, dans notre pays, il y a des populations diverses et variées qui viennent chacun avec une histoire différente, qui s'est construite au fur et à mesure sur notre territoire ou à l'extérieur de notre territoire. Et donc c'est fondamental que chacun, finalement, ait le sentiment d'avoir sa place là où il vit. Et donc c'est fondamental de bien comprendre qu'il n'y a pas de concurrence des histoires et des mémoires, que dans notre pays, on a besoin de toutes ces richesses qui sont portées par les différentes populations qui vivent dans notre pays, qu'il n'y a pas de concurrence des mémoires, qu'il y a une complémentarité des mémoires. Et ça, c'est très important de le comprendre. Il y a des gens dans notre pays qui essayent de nous opposer les uns aux autres, en faisant croire que ceux-là ont plus de pouvoir que les autres, que ceux-là ont une mémoire qui empêche ma mémoire d'exister, etc., etc. Tout ça, ce ne sont que des constructions politiques et mal intentionnées. Et c'est en ça que dans notre pays, il y a eu et il continue d'y avoir un certain nombre d'actes de reconnaissance, de musées, de fondations qui s'ouvrent et qui vont donner un peu de corps à cette complémentarité et à cette richesse des mémoires et des histoires. L'histoire de notre pays, ça n'est pas simplement une histoire d'opposition, ça n'est pas simplement une histoire de racisme et d'antisémitisme, c'est aussi une histoire positive.
c'est aussi un récit positif. Il faut effectivement faire la lumière sur les périodes qui ont pu voir s'opposer différentes composantes de la communauté nationale. Mais il faut endosser l'histoire de notre pays dans sa totalité. Je ne dis pas qu'il faut endosser le roman national qui comporte toujours une part, on va dire, que les historiens attribuent plutôt à la légende qu'à la réalité des faits. Mais l'histoire de la France, quand on la regarde depuis des origines qui d'ailleurs peuvent être datées de manière différente, ça n'est pas qu'une histoire de guerre, ça n'est pas qu'une histoire de génocide, ça n'est pas qu'une histoire de négation d'identité. Ce sont aussi des valeurs qui ont fait le tour du monde, qui continuent à avoir une actualité, qui continuent à éclairer. Je ne dis pas que la France est le phare du monde, hein, mais nous avons effectivement un message qui trouve un écho à l'extérieur, et il faut, à côté de la reconnaissance de ce qui ne va pas, le racisme, l'antisémitisme, la haine sous toutes ses formes, être fier aussi de ce passé et de ce qui, dans ce pays, va, parce qu'il y a des choses qui vont. Alors, sur une thématique un peu plus polémique, on a interdit Dieudonné à la télé, pourquoi pas Zemmour? Ça, c'est typiquement le rôle du juge dont on parlait tout à l'heure. Et heureusement, d'ailleurs, hein, nous sommes dans un pays de droit. C'est le rôle du juge de prendre ce type de décision. Et pour que le juge se saisisse de ces questions-là, eh bien, toujours pareil, hein, il faut qu'il y ait des gens qui déposent des plaintes contre ces individus. On a par ailleurs, on n'a pas interdit Dieudonné à la télévision. Un certain nombre, pour être très précis, un certain nombre des spectacles de Dieudonné, qui se trouve avoir possédé un théâtre qui est à quelques centaines de mètres de chez moi, un certain nombre de spectacles ont été interdits pour cause de troubles à l'ordre public, ce qui est une possibilité qui existe dans la police administrative française pour prévenir des actes de violence qui peuvent survenir lorsque quelque chose est un peu trop conflictuel. Bien. Mais Dieudonné n'a jamais été... Ça n'existe pas en France. Il n'y a pas une interdiction de télévision. Les télévisions, les chaînes de télévision, publiques et privées, choisissent leurs invités. Et à un moment donné, Dieudonné tournait tellement en boucle et racontait tellement la même chose que les chaînes de télévision se sont dit, bon ça va, le personnage... Moi je crois vraiment que le personnage, à un moment donné, a eu une chute de popularité terrible. Voilà, il s'est usé tout seul. À force de trop en faire, il s'est usé tout seul. Pour Éric Zemmour, et pour tout le monde, à partir du moment où il n'y a pas provocation au renversement des institutions, provocation directe à la violence ou à la haine, on peut inviter tout le monde sur les plateaux. Et je pense que c'est une preuve de faiblesse, d'une certaine manière, pour les démocrates, que de réclamer l'interdiction. Il faut que nous soyons assez malins, il faut que nous soyons assez forts, il faut que nous soyons assez intelligents pour prendre le discours de celles et ceux qui cherchent à diviser et que nous les déconstruisions. Pour que puisse arriver sur le plateau de télévision, en face de M. Zemmour ou de M. X ou de Mme Y, quelqu'un qui ait les arguments en main pour expliquer, sans couper la parole et sans parler plus fort que celui d'à côté, pourquoi ce qui vient d'être dit est inexact, voire totalement idiot. Mais la censure, ça ne peut donner qu'un seul résultat, qui est le goût de l'interdit. Parce que tous, à un moment donné de notre vie, on nous a interdit quelque chose, et bien naturellement, on a eu la tentation de le faire, simplement parce qu'on nous avait dit qu'il ne fallait pas le faire. Moi, je voudrais juste rajouter qu'il y a une différence entre Dieudonné et Zemmour, c'est que Dieudonné est un humoriste. Sous prétexte de faire rire, il véhiculait en fait des idées particulièrement antisémites. Vous savez qu'il a nié à plusieurs reprises l'histoire de la Shoah. Et finalement, comme le disait Jean-Yves, c'est pas qu'il a été interdit de télé, c'est que tout simplement ses propos étaient juste insupportables et qu'il a été condamné par la justice.
Sur Zemmour, attention, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Je pense que ça ne vous a pas échappé qu'il y a déjà au moins une émission d'où il a été viré. C'était à cause des propos qu'il a tenus il y a quelques mois pour lesquels il a été condamné. Donc, c'est pas vrai de dire qu'il ne s'est pas fait virer. Chaque chaîne... En fait, on a tous la possibilité d'aller porter plainte contre Zemmour et il y a un recours à la loi qui est possible. Aujourd'hui, Zemmour, c'est devenu un homme politique. Est-ce qu'on laisse Le Pen s'exprimer? Est-ce qu'on laisse Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, les gens les plus radicaux s'exprimer? On les laisse s'exprimer tant qu'ils n'expriment pas des idées qui sont contraires à la loi contre le racisme et l'antisémitisme. Le jour où ils dépassent les limites, eh bien, il y a un organisme de contrôle qui s'appelle le CSA, et puis il y a la loi qui nous permet de porter plainte. Donc c'est pas la même chose. Il y a d'un côté des humoristes, un type comme Dieudonné, qui cachait en fait des idées politiques derrière un humour sulfureux, et puis il y a Zemmour qui émet des idées, et d'autres, Zemmour et d'autres qui émettent des idées radicales dans le cadre d'une campagne électorale. Donc voilà, s'il va trop loin, s'il sort du cadre du débat républicain et de ce qui est acceptable sur le plan des idées, eh bien s'il en sort, il sera condamné et il sera condamnable. Alors, une autre question. Alors, c'est une question d'une enseignante qui rappelle à quel point c'est important d'aller sur le terrain pour transmettre l'histoire et qui demande si ce ne serait pas souhaitable que le ministère de l'Éducation fasse des efforts budgétaires pour permettre à chaque élève en France de se rendre à Auschwitz et puis à mener d'autres projets. On est d'accord. Alors ça fait partie effectivement des propositions qui ont été adressées dans le cadre de l'écriture du prochain plan. Je ne garantis pas ce qui en sortira à ce stade puisque les négociations ne sont pas terminées, mais en tout cas ce sont des choses que nous avons visées effectivement. Alors on fait écho à une thématique que vous avez abordée tout à l'heure, Sophie Lézéon. Qu'est-ce qui différencie les systèmes policiers aux États-Unis et en France ? Alors d'abord, l'organisation de la police n'est pas du tout la même, mais je pense que mon voisin de droite pourrait répondre bien mieux que moi sur l'organisation, la comparaison entre l'organisation de la police française et de la police aux États-Unis. Mais ce que je disais surtout, c'est que l'organisation de la société aux États-Unis n'a rien à voir avec l'organisation de la société en France et que l'histoire des Noirs au hasard, parce que c'est quand même le sujet en France, n'a rien à voir avec l'histoire des Noirs aux États-Unis. Donc je rappelle que le régime ségrégationniste des États-Unis, donc qui interdisait certains cafés, certains restos, d'autres lieux, etc., aux populations noires, a pris fin en 1964. En France, en 1964, j'en suis la production intégrale, les Noirs n'étaient pas interdits dans les cafés en France. Donc sur cette base-là, évidemment, la société qui s'est construite n'est pas la même. Mais je vais laisser répondre mon voisin de droite sur l'organisation des polices. Alors, sur l'organisation des polices, les différences sont fondamentales. En France, il existe une police nationale. Alors, je vais essayer d'employer des mots relativement simples, mais le monopole de la contrainte est en France entre les mains de l'État. C'est-à-dire que nul n'a le droit de faire appliquer la loi d'autres que les représentants de l'État. Il y a certes des polices municipales, mais ces polices municipales qui n'existent pas partout, elles ne disposent pas du même statut, elles ne disposent pas des mêmes prérogatives. Pour parler très clairement, elles ne disposent pas non plus du même armement, ce qui est quand même assez fondamental, que la police nationale. Aux États-Unis, qui est un pays fédéral et non pas un pays centralisé comme le nôtre, les polices sont, alors c'est un écheveau très très complexe, majoritairement, à l'exception de la garde nationale, du FBI et d'un certain nombre d'autres agences, des polices qui sont contrôlées par soit les États de la fédération, soit par les communes, par les villes, avec, on va dire,
un gros problème, qui est le fait qu'il n'y a pas d'action concertée, si vous voulez, que chacun fait son action dans son coin, avec une ligne politique qui peut être différente, avec des méthodes qui peuvent être différentes. Par ailleurs, il n'existe pas, très très rarement, les programmes dont vous avez parlé précédemment, qui consistent à sensibiliser les policiers au racisme, à l'antisémitisme, etc. Et puis, il y a un point qui est quand même extrêmement important, qui est une culture de la violence qui est pas la nôtre. Moi, quand j'arrive dans la petite ville de l'Indiana où est l'université où j'enseigne, le premier truc que je vois, le premier grand magasin que je vois, c'est un espèce de gros supermarché aux armes, qui est en fait plus gros que le supermarché où je vais faire mes courses. Et dans ce supermarché, vous pouvez acheter, sur présentation d'une simple carte d'identité, non seulement un pistolet, si ça vous fait plaisir, mais aussi des armes automatiques, y compris une mitrailleuse, parce qu'après tout, quitte à se défendre contre un voleur, il vaut mieux le faire à la mitrailleuse qu'avec un pistolet. Et voilà, vous montrez votre carte d'identité. Alors on vérifie quand même que vous n'avez pas d'antécédent pénal, mais encore, ça ne se fait pas partout. Et puis vous repartez avec sous le bras. Voilà. Donc c'est une culture de la violence qui est très liée aussi, je ne vais pas m'étendre infiniment là-dessus, mais à la culture de la frontière, à la culture du pionnier, à la culture du type qui débarque au milieu de nulle part, qui borne un terrain, qui dit ça c'est à moi, et puis qui défend naturellement au nom du droit de propriété son bout de terrain dans un contexte où jusqu'à il n'y a pas si longtemps on était dans la nature sauvage et où l'Amérique n'avait pas encore fini de se constituer. Je veux dire, il faut avoir dans la tête que les derniers États américains à se constituer comme celle, à l'exception d'Hawaï et de l'Alaska, etc., le sont après la guerre de sécession. Après la guerre de sécession, c'est-à-dire que ça fait 150 ans. Et c'est toujours cette mentalité, c'est toujours cette culture qui transparaît et qui fait que le degré de violence dans la police américaine, même pour une simple interpellation, quand vous commettez un excès de vitesse, vous pouvez assez rapidement vous retrouver avec 2 personnes qui sortent leur pistolet et vous mettre les mains sur le capot. Pas une expérience extrêmement courante en France en cas d'excès de vitesse. Voilà. Alors, la prochaine question est pour vous, Jacques Fredge, directement adressée. Vous parlez des votes pour changer les choses, mais que pensez-vous de voter avant 18 ans ? Alors ça, je vous laisse, j'ai pas d'avis sur le sujet. Moi, je sais simplement qu'il faut voter, l'âge du vote, etc. Tout ça, ça se discute, ça se défend, mais j'ai pas d'avis. Voilà. Mais je pense que moi, personnellement, j'ai des enfants qui ont votre âge, je pense que 18 ans, c'est bien. Au-dessous, c'est un peu compliqué, mais c'est mon avis de père de famille qui s'exprime. Bon. Pour le moment, on vote à 18 ans. Il n'est pas interdit de militer en dessous de 18 ans. Et moi, je pense effectivement, je prends mon exemple personnel, qui est celui de quelqu'un qui a commencé à militer aux alentours de 16 ans et qui a voté parce que voilà, c'était comme ça à 18. Je considère que les 2 années d'engagement, si vous voulez, que j'ai eues en tant que militant, ont préparé correctement la manière dont j'ai appréhendé les enjeux du vote et ont été une sorte de préparation. Donc je pense que je suis arrivé au moment de voter, ça me rajeunit pas, c'était en 1981, lors d'une élection à très fort enjeu. Ça m'a permis d'arriver à cette élection, j'allais dire à peu près armé pour faire mon choix. Bon, malheureusement, cette table ronde touche déjà à sa fin. Je ne vais pas pouvoir poser les dernières questions restantes, mais bon, je voulais encore vous remercier chaleureusement. Sauf si on peut prendre une dernière question orale, mais ça sera vraiment la dernière. S'il y en a. Il y a encore des questions. Non ? Ah, on en a une. Allez-y. Il y a un micro.
On parle de l'homosexualité d'aujourd'hui, mais ça se passait comment avant? Parce qu'on n'en parle pas. Enfin, Alors écoutez, je vous conseille de venir au Mémorial de la Shoah. Il y a en ce moment une exposition qui s'appelle Homosexuels et lesbiennes sous le Troisième Reich. Et on explique justement que le sort des homosexuels et des lesbiennes était déjà particulièrement maltraité avant la Seconde Guerre mondiale. Mais dans le cadre de cette table ronde, c'est compliqué de vous faire une historique du sujet. Venez au mémorial, vous apprendrez des choses. Et en tout cas, une chose est certaine, c'est que contrairement à une petite musique ambiante qu'on peut entendre parfois, ça n'était nécessairement pas mieux avant. Donc on va donc se quitter sur ces belles paroles. Merci encore à tous.